Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Interviewer Claire Breton, c'était pour moi un honneur et un sacré challenge. Un honneur parce qu'à tout juste 35 ans, Claire n'en est pas à son premier coup d'essai. Cofondatrice de la start-up Daco, qu'elle a vendue 18 mois après à VP, elle a alors lancé au sein même du géant de la vente privée Recycle, son offre de seconde main. Aujourd'hui, c'est à la tête d'Underdog qu'on la retrouve. Underdog, c'est l'expert de l'électroménager reconditionné qu'elle a cofondé en 2022 avec ses deux associés, Laura Chavigny et Léa de Fierkowski. Son parcours, son envie de faire, sa capacité d'adaptation est impressionnante. Ça a été aussi un challenge parce que je vous cache pas que des interviews dans des médias, Claire en a donné beaucoup. Alors dans cet épisode, j'ai eu envie de revenir sur son enfance heureuse entourée de ses frères au milieu de la nature dans la ferme de son père à Roanne, son parcours inspirant par ses choix audacieux, de la sécurité d'une voie royale toute tracée, elle lui a préféré l'entrepreneuriat et ses montagnes russes, cette nouvelle page qu'elle écrit avec Underdog et son envie de faire bouger les lignes, et ses autres pages écrites elle à Noirmoutier, ses valeurs et ses engagements, sa vision du travail à deux avec son mari Mathieu, ou à trois avec ses associés. Et enfin, ce qu'elle trouve et vit ici à Nantes, loin de l'écosystème parisien. Bref, j'avais de grandes ambitions pour seulement 1 heure d'enregistrement, mais c'est là que la magie Claire Breton a opéré. En toute simplicité, elle m'a reçue dans ses locaux, juste authentique et pro. Elle a répondu sans filtre à toutes mes questions. Alors j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter cet épisode. Alors bonjour Claire, bienvenue dans Rayonnante. Merci, bonjour. Donc on enregistre aujourd'hui cet épisode dans vos locaux nantais qui se situent dans le Bas-Chantenay. Et Claire, tu as 35 ans. Et alors j'ai souri en préparant cette interview, je pense que ça va te faire rire aussi. Parce que j'ai vu que tu étais née le 18 avril 1988. Oui. Et figure-toi que c'est la date de naissance de mon mari. C'est vrai. Et que moi je suis née le 19 avril. Magnifique. Donc marrant. On fera une grosse fête tous ensemble. Voilà, donc je referme la petite parenthèse personnelle et maintenant je m'intéresse à toi. Donc Claire, tu n'es pas nantaise puisque tu as grandi à Roanne, j'espère que je le prononce bien. Tu le prononces bien et même à côté de Roanne, dans un petit village qui s'appelle Sevelinge, qui est à 1 demi-heure de Roanne. Tu es quand même mariée avec un Nantais. Oui, voilà, exactement. D'où ton arrivée à Nantes, qui s'appelle Mathieu Mort et vous avez 2 enfants. Exactement. Aujourd'hui, on va parler d'Underdog, la boîte que tu as cofondée avec tes 2 associés. Mais avant, je voudrais qu'on parle de toi, de ton histoire, qu'on revienne un peu sur les débuts, sur ton enfant justement à Roanne. Elle ressemblait à quoi, la petite Claire ? Oula, excellente question. Dans le vif du sujet. Mais écoute, moi, j'ai grandi effectivement dans un petit village, donc en milieu rural. Mon père, mon oncle étaient agriculteurs ensemble, donc j'ai grandi dans une ferme. C'était une enfance ultra joyeuse, très autonome. On a tout de suite... moi, je suis dans une fratrie, donc j'ai 2 frères et je suis l'aînée. Et on a beaucoup accompagné mon père, que ce soit dans le milieu agricole. Et il avait aussi développé des petites entreprises de rénovation, etc. Donc, on a beaucoup fait de travaux manuels. C'est quelque chose qui me tient à cœur, cette valeur travail manuel. Et puis, j'ai atterri un peu par hasard en prépa HEC à quelques mois du bac. Et j'ai découvert un autre monde. Mais moi, j'ai adoré mon enfance plutôt dans un milieu rural. Et justement, donc, tu dis que tu n'as pas du tout baigné dans un univers d'entrepreneur petite, que tu as grandi plutôt dans un univers manuel. Comment est-ce que cette enfance a influencé la personne que tu es aujourd'hui, sur tes choix de vie, sur ta manière de travailler ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand on parle d'entrepreneurs, on voit beaucoup la Startup Nation, mais moi je pense que la plupart des entrepreneurs, c'est tous les artisans qu'on voit autour de nous. Ton boulanger, c'est un entrepreneur, ton boucher, c'est un entrepreneur, ton agriculteur, c'est un entrepreneur, il monte une boîte et pas n'importe laquelle. Et donc je pense qu'en fait, on est entouré d'entrepreneurs autour de nous et qu'à la base, c'est des gens manuels qui ont fait ça et c'est, on va dire, le vrai business avant d'être arrivé à la tech. Donc je pense que ça m'a beaucoup inspirée. Tu vois, mon père avait une ferme avec mon oncle. Il a toujours monté des business à côté. Donc, il avait une entreprise de ramonage où c'était le seul ramoneur. Il a monté une entreprise de nettoyage industriel parce qu'on est dans une zone où l'industrie textile était très importante. Donc, il a monté plein de projets toute sa vie. Et donc, je pense que clairement, le côté entrepreneurial, ça vient de lui. Et donc, on n'est pas du tout sur ce qu'on connaît actuellement. Et je pense que quand on ouvre les yeux, on voit que tout autour de nous est entrepreneur.
Et alors, tu as fait une prépa, tu le disais, puis une grande école de commerce, parce que tu as fait le SCP. Et tu as démarré dans un cabinet de conseil en strat entrepreneurial avant de te lancer avec tes 2 associés en 2016 Daco, une start-up dans l'IA. Raconte-moi un peu ce qu'elle faisait, cette start-up. Qu'est-ce que vous proposiez? Oui, alors moi j'ai rencontré mes 2 cofondateurs chez Advancy, le cabinet de conseil en stratégie dont tu parlais. Donc les 2 cofondateurs étaient Paul Mougineau et Anis Gandoura. Et donc on travaillait beaucoup pour des distributeurs de prêt-à-porter quand on faisait du conseil. Et souvent on était appelés pour faire de la stratégie d'assortiment, de la stratégie de pricing. Et puis nous on se disait avoir une stratégie d'assortiment, une stratégie de pricing que tu revois qu'une fois par an au moment où le digital prenait beaucoup plus d'importance dans les canaux de distribution des retailers. Il y a quand même une limite assez forte. Et c'était les tout débuts de l'IA, du machine learning appliqué au business. Donc on s'est lancé. Et en fait, Daco aidait les retailers à comprendre ce qui se passait dans leur environnement concurrentiel en temps réel. Donc moi, si je suis une marque de prêt-à-porter, je voyais comment l'assortiment de mes concurrents sur Internet changeait, comment les prix changeaient, comment les discounts étaient joués. Et donc pour ça, on avait 3 technologies. La première, c'était une technologie de scrapping. Donc en gros, scrapping, c'est tu crées des moteurs qui vont se balader, des robots qui vont se balader sur les sites web des concurrents et qui prennent à peu près toute l'information qui est disponible sur une page produit. Donc les prix, les photos, les informations produits. Toutes ces infos, on les mettait dans une base de données et on utilisait le machine learning pour faire du rapprochement produit. Puisqu'on était sur du prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter, tu n'as pas de code EAN. Le code EAN, c'est le code produit qui peut te faire comparer facilement ton paquet de pâtes Barilla avec un autre paquet de pâtes. Là, sur le prêt-à-porter, ça n'existe pas. Et donc, il fallait le machine learning pour dire, OK, je rassemble toutes les données des robes noires à manches longues ensemble. Et donc, ça me fait sourire parce que c'était à l'époque, on avait développé notre propre plateforme d'entraînement. On entraînait nous-mêmes nos modèles d'IA. Donc à cliquer sur des milliers de photos de chaussures pour dire que ça c'était une chaussure bateau, ça c'était une autre chaussure. Et donc ça me fait rigoler parce que quand tu vois maintenant ce qu'on fait sur l'IA, c'est que c'était vraiment la préhistoire de l'IA. C'était vraiment les tout débuts de l'application business. Et une fois qu'on avait scrappé ces données, qu'on les avait analysées grâce à de l'IA, on les mettait dans des dashboards. Et donc là, nos clients pouvaient voir en temps réel ce qui se passait chez leurs concurrents. Et tu as revendu donc Daco en 2018 à VP. Exactement. Donc, 18 mois après la création de Daco, on rentre dans l'accélérateur VP et on se rend compte très rapidement que VP pourrait utiliser notre outil est vraiment le cœur de notre technologie, comme je viens de l'expliquer, à la fois pour mieux définir son pricing, à la fois pour mieux négocier, puisque VP a un avantage concurrentiel, c'est qu'il vend des produits qui ont déjà eu une vie. Donc moi, je suis capable de dire, si j'ai scrappé le site d'Adidas 2 ans avant, je suis capable de dire à Adidas, non mais ces chaussures-là, vous avez encore de l'invendu, vous les avez déjà discountées à moins 70% il y a 2 ans pendant 10 semaines, il vous en reste sur les mains, si vous voulez qu'on les écoule pour ne pas les détruire, il va falloir qu'on tabasse en discount et donc je vais l'acheter moins cher et donc je vais mettre un prix qui est beaucoup plus attractif. Et donc VP a compris ça assez rapidement, nous ont fait une proposition de rachat et donc on a rejoint effectivement VP en 2018. Et tu as raconté qu'un jour, pendant une réunion, tu as levé la main pour te positionner pour lancer et piloter un projet de seconde main au sein de VP. Donc un projet entrepreneurial qui s'appelait Recycle. Exactement. En fait, donc je suis restée 2 ans à la tête du pricing chez VP. Et donc 2018, 2 ans, ça fait 2020, petite crise Covid pour tout le monde. Et donc pour te raconter ce qui s'est passé pendant le Covid, on était encore parisiens avec mon mari et ma fille. On a décidé de prendre nos valises et de venir à Noirmoutier. Donc ça reste une histoire locale. Et on s'est confinés à Noirmoutier. À Noirmoutier, on a fondé tous les deux Sauvons nos commerces. C'était une association qui permettait aux commerçants de vendre des bons d'achat pendant leur fermeture. Je pourrais te raconter l'histoire pendant des heures, mais globalement, pourquoi je te raconte ça maintenant, c'est parce que moi, j'ai découvert ce que c'était que de monter une structure dans l'impact et qui était là pour aider les gens. Et j'ai trouvé ça incroyable, ultra énergisant. Enfin, franchement, t'es en confinement, t'as des enfants, t'as un boulot, t'as la force de monter une asso et en fait, t'as des commerçants qui t'appellent en pleurs en te disant « mais je suis pas tout seul, c'est incroyable ». Enfin, vraiment, tu vois l'impact positif que t'as sur les gens. Et je me suis dit, mais monter un business à impact, c'est ce que je veux faire plus tard. Oui, donc c'est là où tu as eu un déclic. J'ai eu un déclic impact assez fort à ce moment-là. Et donc, après le confinement, on rentre à Paris. Ça faisait 2 ans que je faisais le pricing et je me suis dit, j'ai envie de me positionner sur un business à impact. J'ai découvert l'économie circulaire puisque j'ai fait un exécutif programme à Cambridge sur le sujet.
Et c'était le moment où Jacques-Antoine voulait lancer la seconde main chez Vipi. Donc effectivement, j'ai levé la main en disant moi, je suis hyper partante de monter un département donc seconde main sur la partie textile. On a fait un déj ensemble pour qu'il m'explique lui son ambition, moi ma vision, ce que j'avais envie de faire. On s'est tapé dans la main et puis on a commencé à monter ça. Et donc on était en 2020, tu vois. Et je l'ai fait pendant 2 ans. Ok, donc au retour du premier confinement, hop, tu montes ce projet, quoi. Yes. Ouais. Ce projet intra-entrepreneurial. Tu pourrais nous expliquer en quoi ça consistait exactement? Comment est-ce que tu as fait pour lancer ce projet-là? Yes, donc c'était et c'est toujours un modèle C2B2C. Donc en gros, on récupérait du textile, donc du prêt-à-porter auprès de nos membres. On les réceptionnait dans un entrepôt, on triait ces produits-là, on les lavait, les séchait, les repassait, on faisait du photoshooting et on les vendait en ligne sur Vipi. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est créer des événements de collecte où on allait collecter ces produits-là. Donc, nos membres nous les envoyaient contre des bons d'achat. 2, il fallait monter toutes les opérations. Donc, on a récupéré 1000 mètres carrés dans un entrepôt Vipi qui était vide. Et donc, on a monté tous les process qu'il fallait, une laverie industrielle, tout pour traiter le produit et faire toutes les opérations que je viens de citer. Et enfin, on faisait des événements de revente. Et vraiment, au début, ça a été plutôt simple d'aller chercher des marques qui nous aidaient à faire des collectes. Le gros sujet, c'était les opérations. C'est-à-dire que moi, je devais faire toutes les opérations de tri, lavage, séchage, prise en photo et mise en ligne pour moins de 2 €, puisqu'on reste sur de la seconde main, plutôt fast fashion, au milieu de gamme, quand on est sur Vipi. Et mon prix moyen de revente, c'était à peu près 10 €. Okay. Et si je voulais gagner de l'argent, il fallait que ce soit 2 € pour les opérations. Et ça a été un énorme challenge. Et on a beaucoup travaillé sur les process en entrepôt pour faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est notamment Léa, qui est une de mes cofondatrices aujourd'hui sur Underdog, qui gérait toute cette partie, puisque c'était la COO de Recycle. Et pour la première fois, on a prouvé que c'était possible. Donc, on a gagné pas mal de prix sur ce sujet-là, puisqu'en fait, te dire que tu peux produire, entre guillemets, de la seconde main à si bas prix, ça vient en directe concurrence avec la fabrication de textiles super bas de gamme en Asie. Et donc, tu prouves que tu as un modèle qui peut être circulaire, même sur ce genre de produit, sur de la seconde main. Et du coup, ça a lancé, en fait, à la fois, donc toi, ton ambition personnelle de travailler sur ces sujets-là, mais j'imagine aussi que, quelque part, ça a dû asseoir aussi ta position d'intra-entrepreneur dans l'écosystème, non ? Mais exactement, en fait, c'était une des meilleures écoles. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, effectivement, mais je m'étais dit, ok, je veux m'orienter vers l'économie circulaire. En fait, t'as pas meilleure école que d'intégrer un retailer qui est le plus grand distributeur e-commerce, qui est logistiquement ultra solide, pour apprendre la seconde main à l'échelle. Et en fait, sur Vipi, tu n'as pas de test. C'est-à-dire que la première collecte que tu fais, elle est incroyable. On l'a fait avec Aigle. On a eu un 250 000 de visiteurs sur notre page, des milliers de produits envoyés, une conférence de presse de Jacques-Antoine et de Sandrine Conseiller sur le sujet. Enfin, tu vois, c'est tout de suite, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et tout ça, on l'a monté en 5 semaines, tu vois, le premier événement. Et donc, tout de suite, tu apprends ce qu'est l'économie circulaire sur un modèle qui n'est pas marketplace, donc sur un modèle opérationnel avec un entrepôt, avec le visitorat et le volume de Vipi derrière. Donc en fait, tu prends un choc d'apprentissage qui est incroyable pendant ces 2 ans, et ce qui a beaucoup aidé après pour le développement et la levée de fonds d'Underdog. Il n'y avait pas tant d'équipes qui l'avaient déjà fait sur un secteur économie circulaire et avec les moyens de Vipi. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'attentes sur le sujet, on le comprend dans ce que tu nous expliques. Et donc j'imagine aussi beaucoup de pression pour toi. Comment est-ce que tu as géré ça ? Moi, je réagis bien à la pression. C'est quelque chose qui me motive. Moi, je me suis beaucoup posé la question au bout des 2 ans chez Vipi. Donc 2 ans, c'était notre earn-out. Quand tu vends une entreprise, tu as une période de earn-out. Donc tu dois rester dans l'entreprise qui t'a racheté pour toucher l'intégralité de la somme que tu as négociée. Et donc, j'aurais pu partir au bout de 2 ans de Vipi. Je me suis beaucoup posé la question de te dire, OK, maintenant tu vas être beaucoup plus engagé environnementalement parlant. Est-ce que tu le fais en remontant une entreprise tout de suite, ou est-ce que tu essayes de faire bouger un grand groupe tel que Vipi ? Et donc j'ai pris le pari de faire bouger ce grand groupe, ce qui allait bien parce qu'il y avait aussi la volonté de Jacques-Antoine de changer et de pousser ce secteur-là. Mais aujourd'hui, personne ne l'avait fait. Donc j'avais certes une pression sur les résultats, mais moi je trouve ça beaucoup plus facile d'aller dans des secteurs où personne ne l'a fait. Et donc en fait... en soi, tu as le droit de te planter. Mais tu souffres pas de la comparaison. Moi, je souffre pas de la comparaison et tu peux le faire à ta manière. Et donc,
Moi, je trouve ça beaucoup plus pressurisant d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait super bien et que tu reprends le truc et que tu dois faire encore mieux que de lancer un défi où personne ne l'a fait. Tu vas le faire à ta sauce et tu vas faire en sorte que ça fonctionne. Je comprends. Et tu as fini donc par quitter VP en 2022, donc 4 ans après ton arrivée. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 années ? J'ai beaucoup appris sur l'acquisition de start-up et surtout l'intégration de start-up. Qu'est-ce que tu dois faire pour bien intégrer la start-up, pour que ça fonctionne au sein d'un grand groupe. J'ai bien évidemment appris beaucoup sur le e-commerce, sur le branding, faut savoir qu'aujourd'hui, VP fait 0 acquisition Google. Je pense que c'est un des seuls e-commerçants qui a cette force-là. Donc j'ai beaucoup appris sur le branding, sur comment tu événementialises tes ventes. Tout le business VP est assez incroyable. Et après, comme je te disais, j'ai beaucoup appris sur l'économie circulaire et comment tu fais passer un modèle à l'échelle. Et tu nous racontais que tu avais rencontré Léa, ton associée, l'une de tes associées aujourd'hui sur Underdog chez VP. Et je voulais que tu nous racontes justement comment est née l'idée de fonder Underdog. Yes, alors moi sur Recycle, je m'intéressais beaucoup aux autres marchés sur la seconde main. En fait, sur la seconde main et l'économie circulaire, tu as eu une première vague sur, on va dire, les produits faciles à transporter. Donc, tu as eu les smartphones, tu as eu le textile avec Vinted, Back Market. Et on voyait une deuxième vague arriver, au moins le besoin d'avoir une deuxième vague. Donc, je regardais beaucoup ce qui se faisait sur le gros électroménager, le meuble, le vélo, enfin tous ces produits qui sont en train d'émerger circulairement parlant. Et l'électroménager, j'ai découvert 2 chiffres qui m'ont un peu titillé. Le premier, c'est que tu jettes chaque année 10 millions d'appareils gros électroménagers en France par an. Donc c'est colossal, 10 millions, c'est incroyable. Et l'autre chiffre en parallèle, c'est que seulement 3% de ces machines-là sont reconditionnées et réemployées. Ce qui est peanuts. Quand tu regardes les smartphones, c'est plutôt 15%. Et donc, je me suis dit, c'est un énorme gâchis économique et écologique, il y a quelque chose à faire. Et en regardant le marché et ce qui manquait, c'était vraiment un reconditionneur 100% industriel et qui va mettre son focus à scaler un modèle industriel de reconditionnement. J'en ai parlé à Laura et Léa, qui sont mes 2 associées. Et donc, Léa qui s'occupait de la partie opération sur Recycle et Laura qui travaillait aussi chez VP et qui était une des directrices commerciales. Donc, on avait des forces assez différentes. Elles ont été partantes pour le projet ultra rapidement et donc on s'est lancé été 2022. Quel est le rôle de chacune aujourd'hui au sein d'Underdog ? Donc Laura, elle s'occupe de toute la partie approvisionnement, donc elle fait en sorte que notre centre de reconditionnement soit rempli de machines défectueuses. Elle s'occupe aussi de toute la partie finance. Et Léa, elle s'occupe de toute la partie opération. Donc le centre de reconditionnement, c'est elle. Donc ça va de gérer les opérations de reconditionnement, de nettoyage, de shooting, l'expédition, le service client et aussi le recrutement des techniciens et techniciennes parce que c'est un sujet important. Et moi, je vais gérer la partie sales and marketing, presse, investisseurs et strat. Tu vas nous expliquer après le process de reconditionnement. Si on reste justement sur l'histoire, sur la création d'Underdog, une fois que vous avez pris cette décision de vous associer ensemble, quelles ont été les premières étapes ? Alors, la toute première étape, on a décidé d'aller tout de suite en levée de fonds parce qu'il faut de l'argent pour ouvrir un centre de reconditionnement et de recruter une équipe. Et donc, tu vois, on a créé l'entreprise en août 2022 et on a fait notre première série, donc c'est un seed. On l'a closé en novembre 2022. On a levé 3,8 millions d'euros auprès de fonds d'investissement, donc Daphne, Sista Fund, de Family Office avec Tivoli et d'une trentaine de business angels. Et cette levée de fonds, elle nous a permis d'ouvrir ce site ici, donc Bas-Fontenay, notre centre de reconditionnement. Elle nous a permis de recruter nos équipes de techniciens et nos équipes en centrale. Elle nous a permis de créer la marque et de lancer le site web. Waouh. Et dis donc, 3,8 millions d'euros pour une première levée de fonds. Alors toi, c'était pas ta première expérience. C'était le cas pour Léa et Laura ? Non, Léa et Laura, c'est leur première expérience entrepreneuriale. Et moi, c'était même ma première levée de fonds. J'avais pas levé de fonds t'avais pas levé sur Daco. D'accord. Non, on avait fait le choix d'être 100% bootstrap. Ok. Et donc, c'était ma première levée de fonds pour vous 3. Oui, exactement. Ouais, incroyable. Donc 3,8 millions. Et comment vous êtes préparés ? Parce que ça s'improvise pas, tu vois, d'aller lever comme ça. Écoute, moi, je commençais à avoir un réseau au niveau investissement parce que j'investis moi-même, je suis business angel. Faire des pitchs et faire des BP, c'était quand même mon métier pendant 4 ans de conseil en strat. Donc, non, ça s'est fait comme ça. Après, c'était pas une période ultra simple. Tu vois, moi, j'ai parlé à 170 fonds business angel pour avoir un tour de table. Donc, c'était 3 mois assez intenses.
Mais je pense que ce qui faisait la force, c'était mon track record, pour être totalement honnête, et 2, les track records de l'équipe. Parce que justement, avoir déjà fait ça sur de la seconde main chez VP, ça a donné des éléments de confiance aux investisseurs. Et alors, vous allez chercher quel type d'investisseurs ? Tu as des fonds, des family office et des business angels. Ok. Vous étiez combien ? Tu as une trentaine de business angels, tu as 3 fonds et 2 family office. Donc, vous faites cette levée de fonds, et là, qu'est-ce qui se passe ? Premier investissement, on vient prendre un espace ici. Ici, c'est un accélérateur industriel à la base, donc on ouvre 500 mètres carrés au tout début. On commence à faire passer des entretiens pour trouver notre chef de la réparation, parce que c'est pas nous qui allons réparer du gros électroménager. Et là, on trouve en janvier, donc 1 mois et demi après la levée, Cyril, qui nous fait confiance, alors qu'honnêtement, on a 500 mètres carrés et 10 machines à laver. Il nous rejoint, on commence à acheter des machines défectueuses, on commence à faire tout le travail de branding avec une agence marketing, et on commence à développer notre Shopify pour être prêt pour le lancement début mai 2023. Et si je me concentre un peu sur ton nom, Underdog, il est arrivé comme une évidence ? Pas du tout. Non, il est arrivé avec notre agence qui s'appelle Nash & Young, qui a fait pas mal d'entretiens avec nous 3, avec Mathieu aussi, qui est notre directeur marketing, avec des amis qui nous ont aidés à brainstormer sur le nom. Et il est venu assez rapidement sur la pile des autres noms. En fait, Underdog, ça veut dire le petit que tu n'avais pas vu venir et que tu veux voir grandir. Et c'est un terme qui est assez utilisé en sport. Et ça correspond totalement à notre mindset de dire coucou, on est là, on lance une boîte industrielle et on va aller titiller les grands de ce monde. Et ça correspond aussi à nos produits. À la base, c'est des produits qui sont destinés à être jetés. Et nous, on les fait gagner en les reconditionnant. Donc, on n'a pas hésité longtemps. Et donc, vous lancez le site en 2023. Comment est-ce que vous avez fait au début pour vous faire connaître ? Écoute, lors du lancement, on a fait de l'acquisition, Google, Meta, de façon assez classique, et 2, une grosse opération presse, à la fois sur la levée de fonds, comme je te disais, on l'a coordonnée au lancement, et à la fois le lancement, et ça a hyper bien marché, cette opération presse, parce que tu es sur des sujets qui parlent aux gens, donc tu es sur un sujet conso parce que c'est du gros électroménager, tu es un sujet entrepreneurial. On est 3 femmes, c'est un sujet industriel, réindustrialisation verte, etc. Grosse levée de fonds pour aussi un acteur régional. Donc tout ça, c'est très bien aligné. À quoi ressemble un peu ton quotidien à la tête d'Underdog ? Il ressemble à beaucoup de choses. Il n'y a pas de journée type. T'as pas de routine ? J'ai pas de routine. Si, mais écoute, j'arrive tous les jours à 8h45, 9h. Ça commence par un tour de l'atelier pour dire bonjour à tout le monde. Nous, c'est quelque chose qui est ultra important d'avoir une culture commune entre l'atelier et les bureaux. On veut pas, tu vois, nos bureaux, ils sont collés à notre atelier, là où on est actuellement. Tu vois, on n'a pas des bureaux sur l'île de Nantes et un atelier en banlieue de Nantes. Donc, on est vraiment tous ensemble tout le temps. Donc, ça commence par un premier tour de l'atelier. Et ensuite, j'ai pas mal de rendez-vous extérieurs. Donc, soit en affaires publiques, soit en presse, soit avec des investisseurs. On a pas mal de routines aussi en interne. Aujourd'hui, on est 8 en centrale. Et donc, on échange quand même assez régulièrement. On veut garder ce noyau fort et cette collaboration forte entre tous les départements, entre guillemets, que ce soit l'approvisionnement, la réparation, les opérations et le marketing. Nous, on a la secret sauce, elle est aussi dans comment j'achète assez pour que mon centre de reconditionnement soit rempli, mais pas trop, sinon tu as des problèmes de cash. Comment je reconditionne assez vite pour avoir une offre qui est significative sur le site, et comment sur le site j'écoule vite pour pas avoir beaucoup de stock. Le stockage. Donc il y a quand même besoin d'une forte collaboration entre les équipes. Voilà, et je finis vers 19h. Je vais souvent faire du sport. Et après, je rentre chez moi m'occuper de mes 2 enfants. T'arrives quand même à mettre du sport dans ta journée ? Yes, 2 fois par semaine. Et t'as combien de personnes qui travaillent à l'atelier ? 15. Ok, vous êtes 25 en tout, c'est ça ? Ouais, 25. Ouais. Et justement, on va s'intéresser au process. Entre la collecte des machines jusqu'à leur mise en ligne, est-ce que tu pourrais nous détailler les étapes du processus de reconditionnement ? Yes, avec plaisir. Donc, nous, on réceptionne les machines ici. La première étape, ça va être un pré-diagnostic de la machine. En gros, est-ce qu'elle est sauvable ou pas sauvable ? Aujourd'hui, on reconditionne 70% des machines qu'on reçoit. Les 30% de KO, ça va être des KO techniques, où vraiment, là, la machine, elle est insauvable techniquement parlant. La deuxième, malheureusement, ça va être des KO financiers. C'est que
Aujourd'hui, les pièces détachées coûtent très très cher. Et donc, il y a parfois des machines que tu ne peux pas réparer parce que ça te coûterait beaucoup plus cher que le neuf. Et la troisième, c'est des KO qu'on appelle environnementaux. C'est des machines qui ont 15-20 ans. Et là, en fait, elles consomment tellement que ça fait aucun sens de les remettre sur le marché. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, la machine, elle va aller en zone réparation. Et donc là, le technicien, il va regarder la panne, il va la réparer. Et il va le faire quelque chose aussi d'extrêmement important pour nous. Il va identifier les pièces d'usure et il va changer ces pièces d'usure si nécessaire. Et ça, c'est ultra important pour nous puisque tous nos produits sont garantis 2 ans. Et donc, on a besoin qu'ils ressortent 100% fonctionnels de notre atelier et qu'ils tiennent des années, tu vois, comme le neuf. Donc, il fait cette réparation de panne, ce changement de pièces d'usure. Ensuite, il teste la machine en conditions réelles. Donc, typiquement, les machines à laver sont testées avec du linge et de la lessive pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite ou pas de problème. Une fois qu'on a validé ça, il va sur le stand de nettoyage. Et donc là, on nettoie de fond en comble la machine intérieure, extérieure, pour vraiment que tu aies cette impression de neuf quand tu le reçois. Et pour le coup, nos clients sont intraitables là-dessus et ils ont bien raison. Tu vois, si tu reçois un produit avec une petite trace de saleté, c'est pas très, très agréable. Donc on a un gros stand de nettoyage. Et ensuite, on a un stand de photo shooting. Et donc, tous nos produits sont pris en photo, donc sous tous les angles et à l'intérieur, pour vraiment que le client puisse zoomer et se rendre compte de l'état du produit. Parce qu'il est certes 100% fonctionnel, mais on a différentes conditions et états physiques derrière. Tu as des produits qui sont en excellent état et tu as des produits qui sont en état correct parce qu'ils ont des rayures, parce qu'ils ont des pocs. Et donc, c'est important pour le client de zoomer dessus et de se rendre compte de vraiment ce qu'il achète. Et une fois que tu as pris la photo, tu mets en ligne le produit avec la fiche technique et il est disponible sur le site. Ok. Et si on s'intéresse au sourcing, elles viennent d'où les machines ? Elles viennent de 2 sources d'approvisionnement. Donc on a des partenariats avec des distributeurs et des marques de gros électroménagers. Et 2, on fait des collectes auprès des particuliers. Et donc à Nantes, on a un système de collecte où si vous avez de l'électroménager défectueux, nous on vient le chercher avec un prestataire en vélo. Donc c'est assez sympa. Et 1, ça vous évite de descendre la machine si vous habitez en étage, ou 2, d'aller à la déchetterie. Oui, mais une question bête, ta machine elle tient sur le vélo, j'imagine. Oui, que oui, mais il y a tient plusieurs. Si tu vois alors, il s'appelle Tout en vélo, ils sont incroyables. Et donc si tu vois Tout en vélo à Nantes qui transporte 2 machines à laver et 2 frigos dans sa remorque, c'est une fou. Non, nos clients adorent ce type de service parce que ça t'enlève une petite contrainte et ils adorent savoir que toi tu vas vraiment travailler dessus derrière pour voir si elle est sauvable ou pas. Ok. Et vous avez noué du coup des partenariats avec des marques pour récupérer les invendus ? Yes. Ouais. Alors les invendus, on n'en fait pas trop puisqu'il y a déjà des acteurs établis. Ça nous arrive d'en avoir dans des lots. Nous, on achète des lots à des marques ou à des distributeurs de gros électroménagers. Et dans ces lots-là, tu n'es pas vraiment maître de ce qu'il y a dedans. Et donc, ils vont te proposer plein de produits différents avec plein de grades différents. Les grades principaux, c'est quand même des grades défectueux. Parfois, tu as des fins de série dessus, mais c'est à la marge. Ok. Mais comment ça se passe pour acheter tes lots ? T'as une marketplace où tu te... Non, c'est à l'ancienne. Tu reçois des fichiers Excel, tu bides sur un prix et tu attends de voir si tu l'as. Et vous reconditionnez tout type de machine ? Yes, on fait lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur, cave à vin et four. Ah oui, beau panel pour faire à la fois sa cuisine, sa cave. Voilà, tout. Et alors, pour tous ces produits, il y a quand même des normes de durabilité et de responsabilité environnementale. Comment est-ce que vous vous assurez justement auprès de vos clients cette qualité qu'ils vont rechercher ? Nous, on affiche sur les fiches techniques la classe énergétique. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nos clients. Et franchement, j'ai vu en 1 an, l'importance a vraiment augmenté sur ce type de critères. Ouais. Et donc, on l'affiche à chaque fois. C'est quelque chose qui est standard et qui est intrinsèque à un modèle. Donc, le client peut comparer les classes énergétiques de tous nos produits. Et vous garantissez tous les produits 2 ans ? Yes. Finalement, comme le neuf, quoi. Ouais, vraiment, le point de fond, c'est de se dire que tu n'as aucune raison d'acheter du neuf maintenant parce que nos produits, ils sont livrés et installés partout en France. Tu as toute la gamme du gros électroménager. Ils sont garantis 2 ans et en moyenne, tu as à moins 30% du prix du neuf. Donc, normalement, tu n'as aucune raison de continuer à acheter du neuf. Et d'un point de vue service client, si j'installe ma machine et qu'elle ne fonctionne pas au démarrage, comment est-ce que ça se passe ? Alors, on a un service client qui est ouvert 7 jours sur 7 et qui est tenu par nous-mêmes, donc par toute l'équipe Underdog. Parfois, vous pouvez tomber sur moi, sur Laura ou Léa également. Donc, 1, on est ultra réactif sur le service client. Et 2, on a un réseau de partenaires techniciens dans toute la France. Donc, s'il faut intervenir pour résoudre un problème, une panne, on a les partenaires qu'il faut dans toute la France. Alors, on va parler d'un autre sujet. On va parler d'entreprise à mission, puisque vous êtes entreprise à mission.
Est-ce que tu pourrais nous dire justement quelle est la mission que vous êtes donnée et comment est-ce que vous comptez faire pour y arriver? Exactement. Alors, on est entreprise à mission depuis bientôt 1 an. Et donc, notre mission, qui est donc inscrite dans nos statuts, c'est d'encourager la construction d'une filière de reconditionnement de gros électroménagers en France. Un truc à rallonge. Et donc, il y a 3 objectifs derrière. C'est augmenter le nombre de produits qu'on collecte, encourager la collecte préservante et faire en sorte que la plupart des machines qu'on jette soient fléchées vers le réemploi et pas vers le recyclage. Ça, c'est le premier sous-objectif. Le deuxième sous-objectif, c'est de construire un modèle industriel qui est réplicable et rentable. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec notre premier centre de reconditionnement ici à Nantes. Et le troisième, c'est d'encourager les Français à consommer de manière plus responsable. Ok. Et donc, le premier point sur l'accès au gisement, c'est beaucoup de travail d'affaires publiques. Donc, en fait, c'est beaucoup de lobby, de rencontres avec des cabinets ministériels, des députés, les éco-organismes, l'ADEME, pour montrer qu'on peut faire des choses sur ce secteur-là. Tu as aussi tout le développement de notre expertise de diagnostic qui pourra aider au tri des machines plus tard. Le point numéro 2 sur la construction du nouveau modèle industriel, c'est tout ce qu'on fait derrière ce mur et donc le centre de reconditionnement qu'on est en train de construire, mais également les programmes de formation, de reconversion pour les techniciens et les techniciennes. Et ensuite, sur la partie 3, c'est tous les investissements marketing qu'on fait à la fois sur notre marque, à la fois sur le reconditionné, pour montrer que c'est aussi qualitatif que le neuf, que c'est moins cher et que c'est une bonne alternative. Et c'est aussi beaucoup de travail en affaires publiques pour pousser des choses comme la TVA circulaire à taux réduit, comme le bonus reconditionné, qui est des choses qu'on n'a pas encore gagnées, mais on passe pas mal de temps à rencontrer les pouvoirs publics sur ces sujets-là. Comment est-ce que tu fais pour les rencontrer? Est-ce que tu passes par ton réseau? Comment est-ce que tu fais pour enfoncer les portes? Alors, j'ai un cabinet d'affaires publiques qui déjà m'a appris la politique pour les nuls. Parce que, alors moi, c'était pas mon expertise à la base. C'est un autre métier. Et donc, en fait, tu travailles à un cabinet d'affaires publiques. Tu lui exposes quels sont tes enjeux. Et eux, ils vont te dire, OK, il faut que... Ils ont cartographié les personnes qui comptent. Ils te les font rencontrer. Et vraiment, ils ont une stratégie de comment tu arrives à pousser les sujets qu'il faut au bon moment et à la bonne personne pour arriver à tes fins. Et comment est-ce que vous appliquez, vous, ces engagements en interne? Excellente question. En fait, c'est pas si dur parce que c'est vraiment ce qui fait Underdog, tu vois. On se dit pas, attends, on travaille sur notre business et au fait, cette semaine, t'as pensé à travailler sur notre mission. Tu vois, la réussite même d'Underdog fait qu'on est obligé de toute façon de passer par ces paliers-là. Et donc, tu vois, concrètement, sur les gisements, c'est tu rencontres les éco-organismes, tu parles avec eux. Il y a plein de choses comme ça, mais tu vois, c'est pas décorrélé de notre travail. C'est vraiment insufflé au sein de l'équipe. Exactement. Et toi, comment est-ce que tu t'appliques cette mission dans ton quotidien? Écoute, c'est la création d'Underdog. C'est le temps que tu prends pour aller rencontrer... Non, c'est le temps que tu prends pour aller rencontrer tous ces gens. Et aussi le temps que tu prends à faire émerger la filière, tu vois. Donc typiquement, ici, tu es dans notre premier centre de reconditionnement. Je t'ai dit au tout début que c'était à la base un accélérateur industriel qui malheureusement a été en redressement judiciaire, donc on l'a racheté pour garder ce lieu-là, pour en faire une mini-filière à notre échelle. Okay. Et donc, tu vois, on veut ouvrir ce lieu à d'autres acteurs, donc typiquement des acteurs qui travaillent sur du reconditionnement de petits électroménagers, des acteurs qui travaillent sur les pièces détachées d'occasion, on veut ouvrir une école de formation. On a plein de projets dans les bacs pour vraiment montrer que sur un lieu qui fait 2700 m², tu peux créer une mini-filière. Et tu vois, c'est ce genre de projet où si tu n'avais pas la mission derrière qui te pousse, tu l'aurais peut-être pas monté aussi rapidement ou tu l'aurais pas dans les bacs aussi rapidement. Là, on est toujours au stade de la réflexion, tu vois, mais ça te pousse aussi de te dire, attends, écoute, il y a Underdog, mais il y a aussi la filière et comment tu fais pour que tout ça s'enrichisse et fonctionne. Ok, et donc tu nous as bien expliqué comment est-ce que tu fais pour créer cette filière. Est-ce que tu t'es donné une échéance de temps? Est-ce que... Non. Moi, je veux de toute façon que ça aille le plus rapidement possible parce que je considère que l'urgence climatique fait qu'on n'a pas le temps de passer de 3% de reconditionné à 20. On n'a pas 20 ans, on a plutôt quelques années, voire quelques mois, ça serait mon rêve, mais quelques années. Et donc, du coup, on est plutôt pressé par cette urgence-là que par un horizon de business. Et comment est-ce que tu vois justement l'avenir du marché du reconditionnement en général ?
Moi, je pense que ça va devenir la nouvelle norme, à la fois la nouvelle norme de consommation et à la fois la nouvelle norme industrielle. Nous, en lançant Underdog, on s'est vraiment dit, on veut créer un nouveau modèle industriel. Ça te donne pas mal de pression, mais ça te donne une vision sur ce que tu veux faire. Un modèle industriel qui est basé sur le fait que t'es pas en train d'exploiter des ressources, t'es en train de les revaloriser. Et t'es pas en train d'exploiter des gens, t'es en train aussi de les revaloriser. Et donc tout ce métier de technicien, on le met beaucoup en avant, et notamment dans notre magasin, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et là, tu reboucles avec mon enfance dans les métiers manuels. tout ça est ultra cohérent, in fine. Et vraiment, moi, je pense que ces modèles de reconditionnement, que ce soit aujourd'hui sur le gros électroménager, mais partout, ça va être un des piliers de la transition écologique et de la relocalisation des emplois sur les territoires. Et vraiment, c'est quelque chose que je défends beaucoup en interne et en externe auprès de la presse et auprès des pouvoirs publics, parce que vraiment, j'en suis persuadée. Et aujourd'hui, on est un peu les oubliés du panorama. Tu vois, si tu prends France 2030, ils vont aller aider des projets sur des usines qui font 5 millions d'euros de CAPEX, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, bien heureusement. Tu vois, tu es un peu off de radar parce que tu es une industrie... c'est pas artisanal le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire. Alors que je suis persuadée qu'on est un des piliers de la transition écologique et de la réindustrialisation verte des territoires. Et attends, j'ai une question qui me vient en tête qui n'a rien à voir, mais tu fais quoi des invendus ? Vous faites quoi des machines ? Ouais, On vend tout. Vous vendez tout. Ouais. Ok. Et celles que tu reçois et que potentiellement tu mets pas en ligne ? T'en fais quoi ? Elles sont démantelées pour de la pièce détachée. Ah oui, ok. Donc de toute façon, tu réutilises. Yes, en gros, tu démantèles soit toi, soit des partenaires travaillent avec Envie là-dessus. On prend les pièces détachées qui nous intéressent et ensuite toute la carcasse, tu peux rien en faire, donc elle est recyclée. Et donc aujourd'hui, vous êtes 25 collaborateurs. Il y a à peu près 500 machines par mois dans votre entrepôt. Donc j'ai l'impression que tous les voyants sont ouverts, tout vous sourit. Ça va être quoi le challenge là, dans les prochaines années pour Underdog ? Écoute, il y en a plein. Le premier, c'est le challenge du magasin. On a ouvert un magasin il y a 1 mois, donc au cœur de notre atelier. Tu as pu le voir tout à l'heure. On a reçu un super accueil de la part des Nantais. Honnêtement, on est au-dessus de nos objectifs pour le premier mois, mais c'est clairement pas les objectifs qu'on se donne pour l'année. Et donc, il va falloir qu'on le fasse vivre, son magasin, et qu'on continue à essayer d'avoir un maximum de visiteurs et de Nantais convaincus que l'alternative Underdog est la bonne. Donc ça, c'est un gros challenge pour nous. Le deuxième gros challenge, ça va être de faire monter en puissance cet entrepôt. Aujourd'hui, on est 15, comme je te disais, en entrepôt, mais on recrute 2 à 3 techniciens par mois. Et donc, on cherche des personnes qui veulent être formées à ce nouveau métier de reconditionneur. Donc ça, c'est un énorme challenge pour nous. Et bien sûr, tu as un énorme challenge derrière de volume et de passage à l'échelle, où effectivement, aujourd'hui, on répare et on vend 500 machines par mois. Et à la fin de l'année, il faut que ça passe à 2000 par mois. Donc, tu as un x4 à aller chercher sur l'année. Ce qui n'est pas négligeable. C'est ambitieux, hein ? Yes. Vous allez lancer une vague de recrutement, du coup ? On a une vague de recrutement permanente sur techniciens, techniciennes, opérateurs, opératrices. En centrale, on est quasiment au complet. C'est difficile de trouver de la main-d'œuvre ? Oh oui. Ouais. Non, mais c'est une population qui a complètement été délaissée, tu vois. Les filières manuelles, elles ont été délaissées et mises de côté, ce qui a été une erreur monumentale. Donc là aussi, on se bat pas mal avec les pouvoirs publics pour qu'ils fassent quelque chose. Et tu vois, si on veut passer le chiffre du reconditionné de 3% à 15% sur le marché, il faudrait qu'il y ait 2700 techniciens en plus en France. Donc, c'est pas Underdog qui va le faire tout seul, il faut vraiment créer une filière. Donc, 1, c'est difficile. 2, nous, on a lancé du coup notre programme de formation et de reconversion. Et aussi, on fait des efforts de communication sur ce nouveau métier, parce que c'est vraiment un nouveau métier. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de réparateurs à domicile. Et quand tu es réparateur à domicile, tu peux avoir 300 km dans les pattes par jour, tu vas gérer des interactions sociales chez les gens, tu vas te rendre chez les gens, tu vois, c'est un métier où il faut aimer le facing client. Et donc nous, on va dans les lycées professionnels et on dit « Ok, votre passion, c'est de réparer. Nous, on a un atelier, une équipe où vous allez faire 100% de la réparation. Vous n'allez pas aller chez les gens, vous allez avoir une équipe. Vous êtes dans un environnement de travail qui est assez différent. Donc il faut faire un boulot sur... travailler sur l'attractivité de ce nouveau métier et communiquer sur ce nouveau métier et ensuite former un maximum de personnes à ce nouveau métier. Et si je reviens sur le côté un peu perso, tu nous disais tout à l'heure que ton mari était directeur marketing de la boîte. Qu'est-ce que cette aventure vous apprend, là, le fait de travailler ensemble ? C'est la première fois que vous travaillez ensemble ? On avait monté Sauvons nos commerces ensemble. Ah bah oui, c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, ça y est, on est fait pour travailler ensemble. Et non, et on s'est dit l'exact opposé. C'est vrai en plus. C'est vrai. On est ultra différents. Moi, à la base, je maîtrise pas beaucoup les sujets marketing, acquisition. Lui était directeur marketing d'Uber Eats en Europe, donc il maîtrise ce genre de sujet. Et moi, j'avais un aspect plus tech, développement de produits à l'époque.
Et donc on était ultra différents. Et vu le contexte, on avait beaucoup de choses à faire. Donc on s'était dit, franchement, on fait quand même que ça. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de monter un business en couple. Et puis finalement, au moment d'Underdog, j'avais négocié pour qu'ils viennent nous aider 3 mois sur la partie marketing. Parce que j'avais pas de directeur marketing et que j'avais pas cette compétence-là. Et finalement, ces 3 mois, c'est maintenant 1 an et demi. Parce que finalement, on adore. On se stimule beaucoup sur tous ces sujets-là. On sait couper quand il faut couper. Et du coup, pour moi, ça a renforcé à la fois notre relation pro et notre relation perso. Et c'est assez riche. Et justement, quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent demain se mettre à travailler en couple ou entreprendre en couple? Si tu avais un conseil à leur donner. Je pense qu'il faut être ultra transparent sur le deal et sur bien séparer les choses. Tu vois, demain, s'il veut partir d'Underdog, il ne faut pas que je le prenne personnellement. Il faut vraiment que ce soit ultra transparent et ultra coupé entre le pro et le perso. Mais sinon, franchement, il n'y a pas de... Ouais, vous n'êtes pas fixé de règles, de limites à pas franchir. Non, alors quand on dit on arrête d'en parler à la maison, on arrête vraiment d'en parler. Et on est assez vous y arrivez Ouais, alors moi je sais très bien couper, mais un peu moins. Mais autant il y a des dîners où on va parler stratégie pendant des heures, et parce qu'on adore ça aussi. Enfin, tu vois, il faut aussi avoir la même implication derrière et adorer les mêmes sujets. Mais ça ne nous dérange pas. Et par contre, il y a des soirs où vraiment on n'a pas envie d'en parler, où il y en a un qui n'a pas envie d'en parler et qui dit stop, on parle d'autre chose. Et bien sûr qu'on parle d'autre chose, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Et j'aimerais qu'on aborde aussi un autre volet perso. Donc j'ai vu que tu avais aussi écrit un livre qui s'appelle La Valise, qui a été publié en 2023, donc récemment. Exactement. C'est une histoire fictive, mais tu vas me la raconter, de 3 femmes, toi, ta mère, ta grand-mère. Tu abordes des thèmes comme le féminisme, les conditions de vie des seniors, l'accompagnement en fin de vie. Comment est-ce que tu as eu cette idée ? Écoute, ça s'est encore passé à Noirmoutier. Je pense que Noirmoutier, c'est the place to be. Non, écoute, alors ça, c'était dans un des confinements, je ne sais plus lequel. Couvre-feu, j'étais en coworking et je suis à côté d'un homme qui, d'ailleurs, il faut que je le retrouve parce qu'il faut que je le remercie, qui a des bouquins et des post-it partout autour de lui. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, écoute, tu fais quoi comme métier ? Enfin, c'est quoi ton boulot ? Sachant qu'il y a 6 places là-bas, donc on est quand même assez proche. Et il me dit, j'ai pris 1 an pour écrire un bouquin. Et je lui dis, ok, comment t'écris un bouquin ? C'est quoi la méthode ? Moi, à part faire du business, je ne sais pas faire grand-chose. Et il me dit, j'ai commencé à faire des masterclass que j'ai suivies en ligne, et j'ai commencé par la masterclass de Bernard Werber. Et donc, je regarde le site et je commence à faire les masterclass. Et dans les masterclass, on t'explique comment laisser aller ta créativité, comment écrire, et puis tu as des petits exercices, et puis tu te rends compte que tu te marres bien à faire ça, et puis tu te rends compte que tu écris plusieurs pages, etc. Et au bout d'un moment, je me prends au jeu. Et Bernard Werber, dans sa masterclass, dit que Aurélie Vallogne, qui écrit aussi des romans, vendus à plusieurs millions d'exemplaires, et a sa propre masterclass. Donc, je continue. Et je fais sa masterclass à elle. Et là, je suis enceinte de 8 mois. Et Épiphanie, elle dit dans sa masterclass, écoutez les gars, moi, j'ai écrit mes premiers romans. J'avais 2 enfants, un boulot. Donc, en fait, le premier jet, je l'écris en 3 semaines. Et j'ai une méthode pour ça. Et je dis, mais merveilleux. Et donc, j'écris, je me dis, c'est le début de mon congé mat. Et donc, j'ai 3 semaines, normalement, 4 semaines avant que j'accouche. Et donc, je suis sa méthode et pendant 3 semaines, je sors le premier jet. Et donc, effectivement, c'est l'histoire, c'est un mélange de fiction et de réalité, où honnêtement, j'aurais préféré que la réalité soit une fiction. Mais non, c'est l'histoire de ma grand-mère, ma mère et moi. Et ma grand-mère tombe malade et c'est comment ma mère et moi, on va l'aider dans ce combat-là, alors qu'on est ultra différentes. Et effectivement, ça aborde des termes qui sont ultra importants pour moi, qui sont comment tu mets une distance avec les personnes âgées ou les malades pour te protéger toi, finalement. À la fois une distance physique, mais aussi une distance... tu vas moins leur parler. Et même s'ils ne sont pas âgés ou ils ne sont pas malades, c'est rare quand même que tu aies posé des questions à tes parents ou tes grands-parents du type c'était quoi tes rêves ? Est-ce que tu as eu d'autres amours ? Quand tu étais petit, tu rêvais de quoi ? Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltaient ? Enfin, c'était quoi ta jeunesse, tu vois ? Donc, il y a toute une partie là-dessus. Et il y a toute une partie sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et comment tu vas autoriser ces personnes-là à partir sans les pousser vers la porte de sortie. Et donc, moi, je l'ai fait avec ma grand-mère à ce moment-là et je l'ai fait puissance 1000 avec mon père il y a 1 an. Et je trouve que c'est des sujets ultra importants et qui sont très peu abordés, finalement. Et donc, c'est des sujets que j'ai envie de porter. Tout ça pour dire que finalement, j'ai écrit le livre, je l'ai fait lire à ma famille. Incroyable. Tu l'as fait en 3 semaines, du coup ? Donc, j'ai fait le premier jet en 3 semaines. J'ai accouché le lendemain. Donc, merci à mon fils. Et je l'ai laissé reposer, comme il te le conseille. Je l'ai fait lire à ma famille en me disant, si ils sont gênés par le livre, je ne vais pas faire tout le boulot de relecture, etc. Ils ont adoré, ils étaient plutôt émus que j'aborde ces sujets-là.
Et donc, je suis passée à la phase de relecture, qui est quand même aussi importante que la phase d'écriture, qui te prend à peu près 4 semaines en condensé. Et j'ai commencé à faire des masterclass en présentiel aussi. Et donc ça, c'est assez incroyable. C'est les plateformes de masterclass en ligne qui te proposent des ateliers en présentiel. Tu vois, j'en ai fait où il y avait Bernard Werber, Eric Emmanuel Schmitt, Douglas Kennedy. Donc c'est un peu comme si tu apprenais à jouer au foot avec Mbappé, quoi. Donc c'est assez incroyable. Et donc ça te motive. Et donc après, j'ai pris 4 semaines, tu vois, sur l'année, donc condensé sur l'année, pour faire toute la relecture. Et après, je l'ai auto-publié sur Amazon. Et maintenant, il faut que je fasse un travail de chercher une maison d'édition pour voir aussi comment ça se passe. Et tu vois, je l'ai fait à chaque fois avec beaucoup de curiosité et plutôt, honnêtement, pour mon kiff perso, sans beaucoup d'objectifs derrière. Et ça m'a fait aussi du bien d'avoir un projet à moi où, franchement, j'avais 0 objectif. Tu vois, je me suis jamais levée un matin en disant je vais écrire un livre, je vais le publier, etc. Ça s'est plutôt fait au fur et à mesure. Tu vois, j'ai encore reçu hier un retour sur LinkedIn d'une personne que je connais pas et qui me disait qu'il avait adoré. Et ce que j'adore, c'est que la plupart des gens te disent soit je comprends mieux ce que ma grand-mère ou ce que mon grand-père a vécu, ou alors ils te disent j'ai fermé le bouquin et je suis allée leur parler et on a eu des vraies conversations. Et tu vois, c'est ce qui me pousse aussi à me dire il faudrait que je le publie plus massivement. Parce que je trouve ça incroyable que tu écrives un livre et que les gens passent à l'action derrière. Je trouve ça magique. Et on va terminer le podcast par des questions sur Nantes. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous développer à Nantes ? Si on reprend toute l'histoire. Personnellement, on voulait bouger de Paris. Mon mari est nantais, donc on a choisi Nantes. Et alors moi, je ne regrette pas une minute. Pas pour ce temps déplorable, puisqu'on m'avait menti. Qu'on a aujourd'hui. C'est l'enfer. Mais pour l'écosystème incroyable de start-up à impact, déjà de start-up tout court, de start-up à impact, qui est quand même la majorité des start-up à Nantes, de start-up à impact fondées par des femmes. L'écosystème, il est juste ultra riche, même par rapport à Paris. Et j'ai évolué beaucoup dans l'écosystème parisien, mais moi, je trouve que l'écosystème nantais est incroyable. Et donc, je ne regrette pas une minute d'être venue ici. Et c'est quelque chose qui se sait justement à Paris ? Non, mais je compte communiquer bientôt. Non, mais parce que il y a quelques événements à Nantes, tu vois, le Web Today, le Zero to One, qui œuvrent pour mettre Nantes sur la place et la puissance de la French Tech. Tu vois, on est une des premières villes régionales pour la French Tech, mais le côté impact, beaucoup moins. Et tu vois, c'est notamment pour ça que depuis décembre, je suis ambassadrice du mouvement Impact France pour les Pays de la Loire, parce que justement, je trouvais que tu sais que Nantes, il y a beaucoup de startups, mais tu sais pas forcément qu'elles sont à impact et tu connais pas toute l'histoire impact qu'il y a derrière. Et je trouve que placer Nantes sur la carte impact française, voire européenne, c'est un truc qu'il faut faire. Et t'as trouvé que c'était facile d'intégrer cet écosystème ? Yes. Ouais. Ultra facile. Très ouvert. Et justement, comment l'entreprise Underdog s'intègre dans le tissu local ? Écoute, on échange beaucoup avec nos pairs, avec les startups. Franchement, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que c'est très informel. Et c'est ça qui est puissant, tu vois. Tu prends tes téléphones, t'appelles un des autres dirigeants ou dirigeantes d'une autre entreprise. Tu vois, hier, au téléphone, j'étais avec Céline de Bout à Bout. Ce midi, je suis avec Aude de Smala. Enfin, tu vois, on échange sur des problématiques qui sont assez communes, d'entrepreneurial. Et c'est ça qui est puissant. Et ce côté informel, je trouve, casse les barrières et te permet d'être ultra transparente tout de suite. Parce que souvent, tu as un écosystème et tu as de start-up, mais il faut dire que tout va bien, que tous les signaux sont en vert, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. En vrai, c'est jamais vrai. Et donc, que tu aies cette puissance d'échange avec d'autres personnes dans ta même ville sur des mêmes sujets impact, c'est assez inestimable, je trouve. Cette accessibilité, ouais. Et est-ce qu'il y a eu des ressources ou des soutiens que vous avez trouvés à Nantes pour aider au développement d'Underdog ? Écoute, au tout début, non, on était sous les radars, honnêtement. Ouais. Et là, de plus en plus, tu vois, il y a une initiative qui a été lancée par Nantes Métropole depuis quelques semaines, s'appelle Nantes Terre de Réemploi. Et donc, tu vois, ils font en sorte qu'on se réunisse de plus en plus et ils vont mettre en place des choses. Donc, on attend de voir quelles sont ces choses-là. Mais tu sens que ça bouge et qu'il va y avoir de plus en plus d'initiatives sur ces sujets. Et est-ce que vous avez rencontré des défis spécifiques quand vous êtes arrivé ici ? L'accès au foncier. Ça, je pense que c'est dans n'importe quelle entreprise. Non, franchement, spécifiquement lié à Nantes, pas spécialement. Ouais. Et toi, à titre perso, qu'est-ce que tu as apprécié dans cette ville ? Écoute, j'adore le côté
j'allais dire calme, mais c'est pas le bon terme. En fait, tout est simple, tout est hyper simple, que ce soit dans les relations humaines, dans ton organisation, et surtout quand tu viens de Paris. Tu peux te déplacer ultra facilement, tu peux monter des initiatives super facilement. Tu vois, le magasin, on l'a monté en 10 jours. Enfin, tout est fluide et je trouve ça assez incroyable. Super. Et est-ce que tu as des bonnes adresses à partager aux auditeurs de Rayonnante? Écoute, ce soir, je vais chez Saint et j'adore ce resto, il est incroyable. Ouais. Je passe pas mal de temps chez Magma, notamment parce qu'ils ont le petit corner pour les enfants et que je peux manger tranquillement. Et je vais pas mal, et on va pas mal au Micro Comedy Club avec Kate Lefos. Parce que, alors franchement, s'il y a un truc qui me manque de Paris, c'est le stand-up et le théâtre. Ou le matin même, tu peux te dire que tu vas au théâtre et voir n'importe quel humoriste. Là, ça me manque un peu, il faut un peu plus anticiper. Et en tout cas, pour le micro-comédie, tu peux prendre des places assez facilement et tu vois à chaque fois 4 humoristes qui sont canons. Et tu passes de très bonnes soirées. Et en tu sais que personne m'a donné cette adresse en plus. C'est la première à me la donner, tu vois. Attends, tu vois du stand-up avec ta planche de charcuterie, ton verre de vin et ta bière. Trop bien, trop sympa. Bah, tu vois, moi, je crois que je l'ai jamais fait. Je le testerai. Merci en tout cas Claire pour le temps que tu m'as donné aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Merci pour tous tes engagements et puis à très bientôt. Merci à toi. Bravo à toi cher auditeur qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.